Les éléments de plaque. L'objectif de ce module est de présenter à la fois la théorie ou succinctement la théorie derrière les éléments de plaque et commande de Nastran pour créer ces dernières. Donc, l'élément de plaque est un élément très utilisé dans la modélisation de structures de génie mécanique. Le comportement qu'on peut modéliser avec les plaques est plus riche que celui qu'on obtient avec les panneaux de cisaillement. Les plaques sont utiles pour représenter des structures où l'épaisseur est faible devant toutes les autres dimensions. Donc, les codes d'éléments finis offrent en général deux types d'éléments de plaques, des quadrangles, bon, des plaques à quatre côtés, ou des triangles, des plaques ici à 3 côtés. Les quadrangles peuvent avoir 4 ou 8 nœuds, et les triangles peuvent avoir 3 ou 6 nœuds. On verra un peu plus tard la différence entre ces types d'éléments finis. Les quadrangles donnent en général des résultats plus précis que les triangles, donc on va préférer en général utiliser des plaques à 4 nœuds lorsque c'est possible. Par contre, dans des cas particuliers, il peut exister des situations où on doit utiliser absolument des plaques à 3 nœuds. Donc, par exemple, ici, si on voulait faire un changement de densité de maillage d'une zone plus dense vers une zone moins dense, on aurait peut-être besoin ici d'avoir des plaques à 3 nœuds. Selon aussi la géométrie du problème, il peut être utile d'avoir des plaques à 3 nœuds. Donc, on va commencer à travailler avec des éléments de plaque à 4 nœuds. Donc, l'élément de plaque qui nous intéresse ici a 4 nœuds et il est représenté avec son système d'axe local X, X bar et Y bar. Comme pour le panneau de cisaillement, les nœuds doivent être notés de façon séquentielle de manière à ce que l'axe des Z suive la formulation de la règle à main droite. Donc, par exemple, ici, si je veux calculer la direction positive de l'axe des Z, je vais prendre ma main puis je vais la faire circuler autour des nœuds G1, G2, G3 et G4. Donc ça nous donne l'axe des Z. Maintenant, l'axe X local, c'est celui qui coupe ici l'angle 2 alpha en deux parties, partie alpha, et il est pris positif de G1 à G2. L'axe des Y est perpendiculaire à l'axe des X et il va être dans la direction de G1 à G4. Les nœuds sont toujours au feuillet moyen de la plaque. Donc, Z égale 0 se trouve effectivement au feuillet moyen. Et la face supérieure, lorsqu'on va regarder les calculs sur nos éléments de plaque, est définie comme celle dont la normale est dans la direction des Z positifs. Et la face inférieure, c'est celle dont la normale est dans la direction des Z négatifs. Pour une plaque à 4 nœuds, celle qu'on utilisera dans le TP1, on utilise la commande C_4 pour définir la géométrie de cette dernière. Donc, comme pour les autres éléments finis, donc on a l'intitulé de la commande. Le premier champ, c'est l'élément, le numéro d'élément. Le deuxième champ, c'est le numéro de la propriété de la plaque. Donc, comme pour les éléments de poutre, on a un champ qui va faire référence à une commande qui va définir les propriétés de cette plaque en particulier. On a ici les nœuds G1, G2, G3 et G4 qui définissent les nœuds de la plaque. Theta, c'est une commande utilisée pour les matériaux composites. Donc, si on avait un stratifié dont l'angle des fibres serait différent de celui de l'angle de l'élément, mais on utiliserait l'angle θ. Z off, ici, c'est un offset, donc un décalage entre la position des nœuds et le centroïde de la plaque. Donc, c'est un vecteur qui part dans la direction des Z vers le centroïde de la plaque. Remarquez ici qu'il n'y a qu'une seule valeur de cette grandeur. Donc, ici, lorsqu'on entre une valeur à Z off, c'est toute la plaque qui est décalée dans une direction donnée. TI serait le cas d'une plaque où on aurait une épaisseur variable et on pourrait entrer une épaisseur différente à chacun des nœuds. Dans le cadre du cours, on n'utilisera jamais cette ligne-là, donc on aura toujours des plaques d'épaisseur constante. Donc, si on n'entre pas les commandes dans les champs T1, T2, T3 et T4, on va utiliser l'épaisseur qu'on va spécifier dans la commande qui nous permet de définir les propriétés de la plaque. Donc, dernier rappel, dans le cadre du cours, on n'utilisera jamais cette ligne ici pour définir une plaque d'épaisseur variable. Donc, comme pour les panneaux de cisaillement, les points G1 et G4 doivent être notés séquentiellement. Les angles intérieurs doivent être inférieurs à 180 degrés. Et la ligne de continuation est optionnelle, donc si on a une épaisseur de plaque constante, on ne l'utilisera pas. Et c'est le cas dans le cours ici. Les résultats sont toujours donnés dans le repère local de l'élément. Donc ça, c'est important.
les résultats que Nastran vous donne sont dans le système d'axe X, Y local de l'élément. Quel genre d'effort on peut reprendre sur un élément de plaque? En fait, un élément de plaque peut activer différents types de comportements. Donc, le premier, ce serait celui de membrane. Donc, une plaque à effet membrane, c'est une plaque qui va reprendre des efforts de tension et de cisaillement dans son plan. Donc, sur ce genre de plaque-là, on aura des forces X, Y et une force qu'on va appeler XY. Ce sont des forces par unité de longueur. Donc, le F, X, Y, c'est en fait un flux de cisaillement. Donc, c'est des forces par unité de longueur. Donc, les contraintes associées à ces forces-là vont être données par la force par unité de longueur divisée par l'épaisseur. Donc, on obtient ici une force par une surface qui est la définition d'une contrainte. Dans une plaque à effet membrane, on a 2 degrés de liberté par nœud. Donc, les deux translations dans le plan de la plaque, TX et TY, dans le repère local de cette dernière. Et les déformations planes d'une plaque à effet membrane, donc sont la déformation en X, déformation en Y et la déformation de cisaillement gamma XY. Une plaque à effet flexion, maintenant, c'est une plaque qui va reprendre que des efforts de flexion. Donc, c'est une plaque qui va supporter des moments autour de ses axes X et Y locaux pour générer de la flexion sur cette dernière. Donc, si j'ai de la flexion, des moments autour de X et de Y locaux, donc ça va me faire une flèche dans la direction des Z locales. La plaque à effet flexion peut aussi prendre un moment qu'on j'appellerais un moment XY. Donc, c'est un moment ici qui va générer des contraintes de torsion. Attention ici, la convention est un petit peu différente de celle qu'on a vue dans les cours de résistance des matériaux. Pour Nastran, ou pour la documentation de Nastran, un moment MX, c'est un moment qui va induire de la contrainte sigma X. Donc, si on regarde sur la figure ici, le moment MX est orienté selon Y. Par contre, il va générer une contrainte dans la direction des X parce qu'on va plier la plaque autour de l'axe des Y et ça va l'étirer dans la direction des X. Donc, moment MX génère des contraintes sigma X. Et sur la plaque ici, si je mets un moment MY, je vais générer ici des contraintes sigma Y. Donc ça, c'est différent des poutres. Hein? Dans une poutre, on n'avait que du sigma X local, tandis que sur une plaque, on peut prendre des moments selon ces axes X et Y locaux qui vont générer des contraintes sigma X et sigma Y locales. Donc très différent avec les poutres ici, on peut avoir des contraintes sigma X et sigma Y qui se développent dans notre plaque. On aura aussi avec le moment XY, donc c'est un moment de torsion par unité de longueur qui va entraîner une contrainte de cisaillement taux XY. Pour le calcul des contraintes, donc on définit le feuillet moyen ici et dans les commandes qu'on va spécifier, on va spécifier les grandeurs Z1 et Z2. Les grandeurs Z1 et Z2 sont l'équivalent du bras de levier qu'on avait pour les poutres pour calculer les contraintes induites par la flexion. Donc ici, si j'ai une contrainte, si j'ai un moment de flexion MX, la contrainte sigma X va être donnée par MX fois Z divisé par R, un paramètre qu'on verra plus tard, et I0, c'est le second moment de section de ma plaque. Même chose ici pour sigma Y. Par définition, une plaque, c'est une section de forme rectangulaire. Donc, la propriété de section, le second moment de section, pardon, c'est BH3 sur 12. Mais comme ici, le moment est déjà donné par unité de longueur, à ce moment-là, on aura T3 sur 12 comme propriété de second moment de section. Et le paramètre RI, c'est un paramètre un peu similaire à l'aire effective en cisaillement, donc au paramètre K qu'on avait vu. Celui-là est défini comme étant le I de la plaque réelle divisé par I0 lorsqu'on fait l'hypothèse que la plaque est pleine et a une section rectangulaire. On verra un exemple d'application de ce paramètre-là lorsqu'on parlera du panneau sandwich. Pour le cisaillement, donc on aura que le cisaillement va être donné par 2mxyz sur J. Donc là, ici, on fait l'hypothèse, encore une fois, d'une section rectangulaire. Donc, le constant de J, c'est BT3 sur 3. Comme ici, on a le moment qui est donné par unité de longueur. Ça va être T3 sur 3 comme contrainte de cisaillement. Les degrés de liberté actifs lorsqu'on a une plaque à effet flexion sont uniquement la translation en Z et les rotations autour de X et de Y. Si on combine l'effet membrane à l'effet flexion, donc on aura à la fois les translations dans le plan
TX, TY, la translation hors du plan qui vient de la flexion, ainsi que les rotations autour de Y et autour de Z. Autour de X et autour de Y, pardon. La rotation autour de Z n'est jamais activée. Donc, dans une plaque, l'élément de plaque ne peut jamais prendre de moment autour de son axe Z local. Donc, ça, c'est une notion très importante à retenir. Maintenant, si on a une plaque d'épaisseur relativement importante, il peut se développer du cisaillement à l'intérieur, comme il s'en était développé dans nos éléments de poutre lorsque soumise à des efforts tranchants. Donc, si j'ai de la flexion ordinaire sur ma plaque, je vais aussi avoir du taux YZ et du taux XZ qui vont se développer. Et donc, les plaques peuvent aussi reprendre les efforts tranchants qui sont hors de leur plan. Encore une fois, on utilise une notion un peu particulière. On va noter V pour un effort dans la direction des Z avec l'indice X pour dire qu'il s'applique sur la surface qui est normale à X. Même chose pour VY. VY va s'appliquer sur une surface dont la normale est selon Y. Pour activer les contraintes de cisaillement induites par les efforts tranchants, il faut absolument que notre plaque puisse avoir la formulation d'une plaque à effet flexion. La distribution des contraintes est parabolique sur les côtés de la plaque. Donc, on a déjà vu dans l'exemple qu'on a fait sur une poutre de section rectangulaire qu'on avait une distribution parabolique des contraintes de cisaillement. On peut calculer la contrainte de cisaillement moyenne comme on l'a fait lorsqu'on a parlé des aires effectives en cisaillement comme étant VL sur AS. Donc, ça donne une idée de la contrainte qui est induite par le cisaillement sur notre plaque pleine. Ici, on va utiliser un paramètre RS, qui est un paramètre ici qui viendrait modifier, si on veut, notre aire effective en cisaillement. Pour une plaque pleine, RS est par défaut 5/6. Donc ça, c'est la valeur par défaut qui est entrée par Nastran. Donc, si on active la commande, si on veut créer les propriétés de plaque, on va utiliser la commande pshell. Donc, c'est comme la commande pbar, donc on définit les propriétés de notre plaque. Donc, on va rentrer ici notre numéro qui fait référence aux propriétés. Le champ MID1, c'est le champ qui sert à définir le matériau duquel la plaque est composée pour reprendre les efforts de membrane. T, c'est l'épaisseur de la membrane. MID2, ça serait un matériau qu'on utiliserait pour résister aux efforts de flexion. On verra pourquoi c'est intéressant d'avoir deux matériaux différents pour les effets membrane et les effets flexion, mais si on a une plaque uniforme, MID1 et MID2 sont égaux. En fait, si on laisse le champ libre, Nastran fait l'hypothèse que l'effet flexion n'est pas activé. Donc, c'est très important, si on veut activer l'effet membrane et l'effet flexion, de mettre un entier dans les champs MID1 et MID2. Le paramètre RI, c'est le rapport du second moment de section de la plaque sur celui calculé par défaut, donc T3 sur 12. Donc la valeur par défaut est 1. MID3, c'est le numéro du matériau qui serait associé à l'effet de cisaillement transverse. Si le champ est libre, il n'y a pas de cisaillement transverse qui est activé sur la plaque. RS, c'est le rapport de l'épaisseur effective en cisaillement de la plaque sur l'épaisseur entrée T. La valeur par défaut est 5/6 et correspond à une plaque pleine. Donc, si on laisse le champ libre, Nastran fait l'hypothèse que RS est égal à 5/6. NSM, ça serait une masse non structurale, donc par exemple de la neige ou de la glace sur une plaque. Z1 et Z2, ce sont les distances par rapport au feuillet moyen pour le calcul des contraintes. MID4, c'est un numéro de matériau utilisé pour l'effet de couplage en flexion et membrane, donc c'est une commande avancée qu'on ne va pas utiliser dans le cours.